On continue d'en parler avec vous, Florian Brejon. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général associé de l'agence d'information News Tank Football et News Tank Sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va se focaliser avec vous sur la phase moins glorieuse de ce tournoi, de cet événement, je le disais tout à l'heure. Il y a d'abord ce contexte, donc les États-Unis, pays où se déroulent les 2/3 des rencontres, pays engagés dans nombre de guerres directement ou par le biais de livraison d'armes et d'opérations spéciales. Les relations entre les États-Unis et le Canada sont tendues, celles avec le Mexique sont tendues. N'est-ce pas le pire contexte pour un événement mondial comme une Coupe du Monde ? Alors c'est l'occasion pour la FIFA et pour Gianni Infantino de déployer un petit peu le slogan qui est que le football unit le monde. C'est là-dessus qu'il joue pas mal. C'est qu'à partir du moment où vous avez des conflits, ça s'arrête au moment où le sport reprend un petit peu ses droits, et c'est une façon aussi de voir une forme de trêve comme on a pour les Jeux Olympiques, la trêve olympique. Donc évidemment, entre la volonté du président Trump d'annexer le Canada et puis les restrictions avec la frontière mexicaine et toute cette politique qu'il déploie pour empêcher des ressortissants mexicains de rejoindre les États-Unis, on a du mal à imaginer que ces trois pays peuvent co-organiser une compétition ensemble. Néanmoins, elle a démarré hier. Encore une fois, les gens, le football est le sport le plus populaire du monde. Je pense que énormément dans les différents pays qui sont impliqués, les 48 équipes qui sont qualifiées, les gens ont envie de vibrer au rythme de leurs équipes. Alors évidemment, c'est toujours des événements très géopolitiques. On va scruter avec attention toutes les images qui vont sortir, notamment dans les tribunes officielles. On se souvient qu'en 2022 au Qatar, on avait eu cette image de l'émir Al Thani et de Mohamed Ben Salman côte à côte qui scellaient un petit peu la réconciliation entre les deux pays. On risque d'avoir des images de cet ordre pendant la Coupe du Monde. Et puis il y a une autre interrogation, c'est comment Donald Trump va réagir aussi aux résultats de l'équipe américaine, parce que l'équipe américaine est loin d'être favorite, et on sait que parfois il est un petit peu erratique. Donc comment va-t-il réagir si l'équipe faudra l'observer perd un match, ça va être aussi intéressant. Vous parliez à l'instant du Qatar. Venons-en justement alors au Qatar et au mondial qui avait été organisé. Il y avait eu beaucoup de critiques en amont, avant même que la compétition débute au Qatar, avec des appels au boycott. Là, vu le contexte américain, ce que j'ai énoncé, la responsabilité américaine dans nombre de conflits, son implication, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assisté aux mêmes appels au boycott visant les Américains? Votre question est très intéressante. Alors, la Coupe du Monde au Qatar, elle avait démarré avec la polémique, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'alcool dans les stades, qui avait mobilisé les premiers jours, et puis on avait fini un petit peu par oublier. Là, elle a démarré avec le refoulement de l'arbitre somalien à la frontière, qui est pourtant accrédité. Omar Abdelkadir Artan, on va accréditer, élu meilleur arbitre africain par la CAF, voilà, le nommer aussi. Qui illustre les limites un petit peu du poids que peut avoir Gianni Infantino à l'égard de Donald Trump, puisqu'il l'a dit dans sa conférence de presse avant le match d'ouverture, nous ne contrôlons pas tout. Alors pour des gens aussi puissants, avoir cet aveu d'impuissance, c'est toujours intéressant à souligner. Écoutez, votre question, pourquoi En tout cas, c'est pas le même traitement. Ce ne sont pas les mêmes préjugés qui avaient visé à l'époque le Qatar qui visent aujourd'hui les États-Unis, hormis les organisations de défense des droits humains qui mettent en garde contre certains. Les États-Unis restent une démocratie, quand bien même on peut contester ce qu'elle en fait parfois. On pense notamment à l'ICE et toutes les opérations qui avaient été menées pour reparler de foot pendant la Coupe du Monde des clubs. Et justement, des organisations de défense des droits humains mettent en garde contre les méthodes de l'AS. Exactement. Et ce que pourraient aujourd'hui subir des supporters étrangers. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de près. Évidemment, après, sur les appels au boycott, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au Qatar, il avait fallu un petit peu tout construire. Donc beaucoup de chantiers, beaucoup de main-d'œuvre de pays d'Asie, on va dire maltraités, des problèmes de respect des droits humains, de droit du travail sur les chantiers. Là, pour cette Coupe du Monde, il y a eu très peu d'infrastructures construites pour l'occasion. Aucun stade n'a été construit, par exemple, pour le mondial. Donc forcément, ça déplace un petit peu le débat qui finalement se focalise plutôt sur Trump
davantage peut-être que sur quel pays, les États-Unis, qui reste un pays de liberté. Mais ce qui a été fait en amont, tout de même, la sélection iranienne, alors on sait qu'il y a le conflit en cours et pas d'accord, contraint d'établir son centre d'entraînement à Tijuana au Mexique. L'équipe pourra franchir la frontière la veille des matchs. Ces images de l'équipe du Sénégal fouillée, celle de l'Ouzbékistan, l'attaquant vedette irakien Ayman Hussein qui a été retenu plusieurs heures à l'aéroport. En faisant ça, les Américains, ils savaient aussi qu'ils pouvaient abîmer cette ferveur qui entoure un événement comme celui-là. C'est quoi? C'est du mépris vis-à-vis de ces États-là? C'est un délit de faciès? C'est quoi? Alors sur l'Iran, c'est quand même une victoire de voir que l'équipe va pouvoir participer à la Coupe du Monde, parce qu'étant donné ce qui se passe et les relations entre le pays... Équipe complète, Florian Brejon? Équipe a priori complète. Okay. On verra ce qu'il en est. Après, il y a toujours, comme l'a dit Gianni Infantino, on discute, on parle, on négocie et on verra. Peut-être que tous les accrédités, au sens très large, ne pourront pas finalement être présents, mais soyons optimistes. Mais en tout cas, elle sera alignée, elle jouera ses matchs, ce qui n'était pas forcément gagné. Il y a 2 mois, on imaginait très facilement un boycott de la part de l'équipe d'Iran. Finalement, ils sont là, ce qui résulte quand même de négociations qui ont été en partie orchestrées par la FIFA. Donc là, on peut dire qu'ils ont réussi au niveau médiatique à maintenir les 48 équipes en lice. Après, tout n'est pas parfait, évidemment. Vous avez, je sais qu'il y a les supporters ivoiriens aussi qui ont manifesté, qui ne pourront pas du tout se déplacer pour suivre leurs joueurs. Donc ça pose un problème, évidemment. Du rapport des Américains avec les pays étrangers. Il y a 75 pays de toute façon qui sont objets de restrictions de visa, dont une 15 je crois exactement, de pays qui participent à la Coupe du Monde. Donc ça crée forcément des problèmes. Et c'est sûr que ça ne donne pas une très bonne image, en tout cas pas l'image du pays accueillant qu'il est historiquement. Et l'image alors de Gianni Infantino, lui qui brigue un 4e mandat, je crois. Absolument. Donc Gianni Infantino, il a été élu en 2016, mais il a joué un petit peu avec les règlements parce que il est plafonné à 3 mandats, mais le premier mandat est considéré comme incomplet et donc ne compte pas dans les 3 mandats, ce qui lui permet de se représenter en 2027. Il a le soutien de la majorité des confédérations. Il y a autour de 150 pays aujourd'hui qui le soutiennent sur les 211 que compte le corps électoral. Donc sa réélection est quasiment assurée. Après, il a une image une double image, c'est-à-dire qu'il est... depuis qu'il est en place à la tête de la FIFA, celle-ci n'a jamais eu autant de revenus. Cette Coupe du Monde, elle va générer 11 milliards de dollars à minima de recettes. Et ces recettes, elles sont, malgré tout ce qu'on peut dire, elles sont quand même très majoritairement reversées au football mondial et aux fédérations. La FIFA a un programme qui s'appelle Forward, de soutien à l'ensemble des fédérations au niveau mondial. Donc tous les pays bénéficient de l'augmentation de ces recettes. Et dans un contexte de crise économique mondiale, quand vous voyez vos revenus augmenter, des subventions de la FIFA qui sont en croissance continue depuis 10 ans, vous n'avez pas forcément envie de changer les hommes qui organisent un petit peu tout ça. Donc il est un petit peu sur un boulevard. La FIFA est toujours un peu sur un double discours, c'est-à-dire que à la fois elle pratique des politiques qui permettent d'engranger de plus en plus de revenus et qui font que pour cette Coupe du Monde par exemple, on a énormément critiqué le prix des billets. Ouais. Et de l'autre côté, ce que la FIFA vous dit, c'est que de toute façon, c'est de l'argent. Déjà, les billets, on les vend, et puis c'est de l'argent qui est ensuite redistribué. Donc forcément, c'est pour le bien du football. Le football unit le monde, comme je vous le disais au début de cet entretien. Si le football unit le monde, en tout cas, ce mondial va largement polluer. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose dont s'est saisie la FIFA, mais il y a un rapport climat-angle mort qui explique que ce mondial va générer 9 milliards de tonnes de CO2. Ce sont des scientifiques qui le disent. Comment la FIFA va contrecarrer ça? Alors, c'est le grand problème des événements sportifs en général, c'est que l'impact écologique est lié au déplacement des supporters. Donc forcément, si vous organisez une compétition de la sorte sur 3 pays, avec des distances gigantesques entre les différentes villes, forcément, c'est un peu exponentiel au niveau de l'empreinte carbone. Après, comme je vous le disais, ils n'ont pas construit de stade, ce qui aussi est générateur de dépenses de CO2. Donc voilà, mais c'est à partir du moment où aujourd'hui on décide d'organiser des événements de cette ampleur,
ampleur avec 48 équipes, 104 matchs. Un seul pays ne peut plus organiser une compétition comme le mondial. Et malheureusement, c'est un petit peu la rançon du succès, c'est d'avoir cette empreinte carbone un peu importante. Merci beaucoup. Merci Florian Ambrejon. Merci d'être passé par le plateau de France 24.